Pourquoi je cours en sandales? Sur route, en forêt, en montagne, je fais aussi bien des courses rapides sur route que des ultra-trails avec cette toute petite semelle. Dans un monde dominé par la chaussure de running, je te propose de découvrir une autre façon de pratiquer la course à pied. Salut, c'est Nico et avec mes sandales, je t'emmène en immersion dans ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Aujourd'hui, je te parle de mes 3 raisons qui m'ont poussé à passer du coureur en chaussures traditionnelles à un coureur en sandales minimalistes. Allez, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Et semaine -9 avant l'Infernal, j'ai fait 112 km, 10 h 24 minutes d'effort pour environ 2000 mètres de dénivelé positif cette semaine. Cette semaine, elle a été marquée par ma dernière petite course avant d'attaquer la phase d'affûtage de 10 jours avant l'UT4M. Alors cette course c'était le Maratrail du Tertre Gris, c'est une course de 46 km pour 1100 D+, ça s'est passé à Pensée, un peu au sud de Rennes. C'était l'occasion pour moi de faire une dernière grosse sortie rapide avec les sandales que je porterai au pied lors de l'UT4M et tout s'est merveilleusement bien passé. Une première place après 3 h 47 minutes d'effort. Ça fait un immense bien au moral de voir les efforts de ma préparation physique récompensés. C'est très amusant également de voir la réaction des spectateurs et concurrents quand ils te voient réaliser cette perf en sandales. Au lieu de juste te pointer du doigt et à juger si oui ou non c'est inconscient et dangereux de courir en sandales, bah là ça a le mérite d'interpeller et j'ai eu plus de questions intéressées pour comprendre comment je fais. J'ai eu la sensation de crédibiliser ne serait-ce qu'un minimum la pratique de la course à pied en sandales. Alors je suis toujours vu comme un extraterrestre, mais justement le but de cette vidéo c'est d'expliquer que non, tout le monde peut s'y mettre sans risque majeur, à condition de respecter certaines conditions, et je te propose de revenir sur les arguments moi qui m'ont poussé à courir en sandales. Alors avant de commencer, juste un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Voici une chaussure de trail, voici mes sandales de trail. A noter que la chaussure que je présente, c'est déjà un modèle typé minimaliste. Je reviendrai sur la définition de minimaliste plus loin dans la vidéo. Alors les principales différences que l'on peut noter sont au niveau déjà du poids. 284 grammes pour la chaussure, 91 grammes pour la sandale. De l'épaisseur, la chaussure là elle fait 15 mm. La sandale fait 6 mm. Le drop de la chaussure fait 3 mm, la sandale en fait 0. On peut voir aussi une différence au niveau de la flexibilité. L'une, ça reste une chaussure assez souple, mais bon, rien à voir avec la sandale. Après au niveau des protections, bon là c'est assez visible également que la chaussure, il y a plus de protection que dans la sandale. Et ce qu'on peut noter également, c'est au niveau de l'attaque talon, on voit qu'il y a une espèce de petite correction au niveau de la chaussure qu'il n'y a pas du tout au niveau de la sandale. Et sinon, pour bien comprendre le système d'attache des deux modèles, la chaussure c'est classique. Par contre, pour la sandale, vous pouvez voir qu'il y a cette petite sangle là qui permet de bien maintenir la sandale au niveau de la cheville. Et pour moi, c'est ça le plus important. Bon, ça c'était juste pour visualiser les différences que l'on peut constater juste au premier regard. Alors moi, il y a 3 raisons qui m'ont convaincu. Les 2 premières, je vais passer rapidement dessus car elles se comprennent très vite. Par contre, la troisième, je vais devoir y passer un peu plus de temps. Les 3 raisons, moi, qui m'ont convaincu sont les suivantes. La première, c'est une sensation de liberté et de légèreté. La deuxième, c'est une démarche plus écologique. Et la troisième, c'est l'envie de revenir à une foulée plus naturelle. Première chose, la sensation de liberté. Je pense que tout le monde a déjà constaté après une grosse course, une grosse journée de rando ou tout simplement une journée enfermée dans les chaussures, quand on enlève la chaussure le soir, l'immense plaisir que ça représente. Les pieds respirent, on sent l'air frais sur les pieds, marcher pieds nus dans l'herbe, dans le sable, dans l'eau, ça caresse sous le pied, c'est ultra agréable. Et tout simplement pour ça. Courir pieds nus, c'est avoir sans cesse cette sensation de fraîcheur, de liberté. C'est juste un tout petit kiff, mais un tout petit kiff
permanent. Pas besoin de plus d'explications, je pense que tout le monde peut comprendre ce sujet. La deuxième chose, c'est une démarche plus écologique. Ça fait bien 10 ans que je me pose la question des chaussures, car oui, je cours beaucoup et particulièrement depuis 4 ans. Alors je suis pas encore au niveau de casquette verte, mais tout de même j'ai un volume hebdomadaire de 80-100 km semaine. Ça représente environ 4000-5000 km dans l'année, donc c'est pas rien. Et si j'écoute le marketing au niveau des chaussures, et ben ça me ferait changer de paire plusieurs fois par an, quasiment 5 fois par an. C'est énorme. Pour cette petite chose là qui fait le tour de la planète en passant par des mains où on sait pas trop si c'est humainement correct d'ailleurs, avant d'arriver à mes pieds pour protéger mes petits pétons. Alors au final, la chaussure semble encore tenir debout, mais voilà, il est quand même recommandé de changer la chaussure. Ça n'a pas de sens. Alors quoi faire? J'ai essayé de prendre le problème avec la règle des 4 R en écologie. Réduire, réutiliser, réparer, recycler. Alors déjà dans un premier temps, j'ai regardé les marques qui proposaient un système d'échange, comme la marque On Running, qui échange une vieille paire contre une nouvelle en promettant de recycler la vieille paire. Mais quel est le niveau de recyclage? Ça j'en sais rien, et ça incite à consommer toujours plus de chaussures. Donc non, clairement, c'est pas la meilleure solution, pour moi en tout cas. Ma deuxième démarche a été d'utiliser les chaussures un maximum jusqu'à ce que mort s'en suive en fait. J'ai tenu certaines paires 3000 km au lieu de 1000 km recommandés. À la fin, il n'y avait plus d'amorti. Et je me blessais pas pour autant. Par contre, quand je pétais le mesh, le maillage de la chaussure sur le dessus du pied, je tentais de le réparer. Mais ça tenait jamais très longtemps parce qu'en fait, quand le mesh était cassé, ça déformait la chaussure. La stabilité de la chaussure était moindre et surtout au niveau de la cheville, ça bougeait beaucoup et je trouvais que ça devenait dangereux. Voilà, donc 3000 km, c'est largement mieux. C'est 3 fois mieux que la durée de vie recommandée d'une chaussure d'après le marketing. C'était bien, mais vu la quantité de plastique que je jetais alors que je trouvais qu'il n'était pas vraiment endommagé, je trouvais ça dommage de le balancer. Du coup, quelle était la solution derrière? Réduire, mais réduire quoi? Réduire la course? Non. Je n'ai pas envie que mon envie écologique soit vécue comme un sacrifice qui endommagerait mon bien-être. J'ai pas envie de me priver de la course à pied, ça fait partie de moi. Pour moi, l'écologie ne doit pas être vue comme une privation, mais comme une nouvelle façon de revoir ma pratique. Bref, c'est rendre le truc un peu plus sexy, quoi. Du coup, peut-être réduire la quantité de plastique? Oui, ça c'est possible. À condition qu'enlever ce plastique, ça ne vienne pas détériorer plus rapidement la chaussure. Parce que là, ce serait retour à la case départ. Et sur ce constat-là, c'est un peu par hasard, par mes recherches sur internet, que je suis tombé sur des gars qui couraient en sandales. En mai 2022, j'ai pris ma première paire de sandales de la marque Zero Shoes, c'est une marque américaine. J'ai mis 6 mois à me décider parce qu'il fallait quand même que je casse toutes les barrières limitantes que je m'étais construit depuis mes 15 ans de pratique de la course à pied. Bref, j'étais très content, ça m'a permis de découvrir la course minimaliste en sandales, mais il y avait quand même quelques détails qui me gênaient encore. La première, c'est que la sandale était faite aux US, et la deuxième, c'est que les zones fragiles qu'il y avait sur ce type de sandales n'étaient pas facilement réparables. Je me suis acharné à les réparer dans les derniers mois, puis elles ont définitivement cassé au bout de 3200 km en avril dernier. Bref, c'est une très belle perf tout de même. Puis j'ai rencontré un coureur de pentasandales qui s'appelle aussi Nicolas, que je salue s'il passe sur la vidéo, et qui m'a conseillé la marque Pentasandales. C'est la marque avec laquelle je cours aujourd'hui et dont je suis extrêmement fier. Encore moins de plastique, du coup moins de chances qu'elle se casse, et la fabrication est européenne. La semelle Vibram, elle est faite en Italie. C'est d'ailleurs la semelle qu'on retrouve dans pas mal de chaussures, on va dire traditionnelles de sport. Et tout le reste de l'assemblage est fait aux Pays-Bas avec la lanière, tout ça. Bref, on n'est pas loin du circuit court. Aujourd'hui, j'ai 2 paires. Une paire pour courir sur route et petits chemins que j'utilise également pour marcher au quotidien. Ce sont les Parnossas. C'est celle que j'ai utilisée pour mon marathon de Nantes 2023 en 2h56. Donc pour répondre à la question de Florian sur Strava, la sandale n'empêche pas de courir vite. Et encore, je pense pouvoir faire beaucoup mieux. Là, c'était que ma première en sandales. D'ailleurs, je compte refaire un 10 km semi et marathon en 2024 et d'aller battre mes différents records qui sont 35 minutes, 1h17 et 2h46. Réponse en 2024. Et j'ai également une paire pour courir sur sentiers plus engagés que j'utilise pour mes sorties trail. Ce sont les Zaros. C'est celle que j'ai utilisée pour mon premier ultra trail dans le Périgord. C'était un 80 km. Je les ai également utilisées lors de ma victoire sur le trail du Tertre Gris la semaine dernière. C'est celle que j'avais lors de ma reconnaissance de l'UT4M, donc c'était 190 km, 12 000 mètres de dénivelé positif en 4 jours.
Et c'est du coup ce modèle que je compte utiliser pour l'UT4M qui aura lieu la semaine prochaine. Donc pour répondre à la question d'Antoine sur Facebook, la sandale n'empêche pas de courir longtemps et sur tout type de terrain. Même des gros cailloux, même dans la boue, l'accroche est légère mais suffisante pour ne pas glisser. Pour moi le plus important c'est d'avoir la sandale bien accrochée à la cheville. Et le modèle Zaros de chez Panta a juste cette petite particularité d'avoir des petites alvéoles sur la semelle pour évacuer plus rapidement l'eau. Après voilà, la sandale elle ne fait pas tout, ça a ses limites et c'est plutôt ma façon de courir et le renforcement musculaire de la voûte plantaire qui va faire le job pour moins glisser. Alors ces sandales elles ont respectivement 300 km et 1000 km au compteur depuis avril et elles n'ont pas bougé. Bref, voilà pour ma démarche écologique de la sandale, moins de plastique et augmenter la durée de vie. En contrepartie de ça, j'ai dû réapprendre à courir car la foulée est un peu différente. Pour ça, j'ai repris les bases à zéro, bien que ça fasse 15 ans que je cours. Mais je n'ai pas vécu ça comme un sacrifice ou un retour en arrière, juste une nouvelle façon d'aborder ma pratique et c'est justement la raison de mon troisième point. Et la troisième raison, c'est revenir à une foulée naturelle qui s'appuie à la fois sur un sens subjectif et objectif. Pour le sens subjectif, revenir à une foulée naturelle, c'est tout simplement mettre en avant l'une des valeurs que je souhaite incarner dans mon quotidien, qui est revenir et apprécier des choses simples. Pour plus de détails sur ce sujet, j'explique cette valeur dans la première vidéo de cette série En route vers l'Infernal Trail qui portait sur l'estime de soi. Ça doit s'afficher quelque part là-haut. Et effectivement, revenir à une foulée naturelle, c'est entre autres se passer de la technologie compliquée que l'on se met aux pieds. Car je te le donne en mille, nous ne naissons pas avec une paire de chaussures aux pieds. C'est purement un ajout de l'être humain. Le corps se débrouille très bien tout seul. Et j'aime dire maintenant que ce n'est pas la chaussure qui fait le coureur. Et quand je cours en sandales, le résultat que j'ai, il est brut. C'est purement et simplement moi. Rien ou presque rien ne m'a aidé à réaliser ma performance du jour en course à pied. Et du coup, j'apprécie d'autant plus ma performance. Et maintenant le sens objectif. Et là j'entre dans le point dur de la vidéo car je vais peut-être casser des croyances qui sont fortement ancrées dans notre société aujourd'hui. Rien ne justifie qu'une chaussure de course protège contre les blessures. La chaussure sème la zizanie dans notre façon naturelle de courir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que je ne sors pas les infos de mon Bob à banane. Je me suis longtemps renseigné et documenté sur le sujet avec notamment les travaux de la clinique du coureur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme de spécialistes qui épluche les recherches scientifiques sur le sujet de la course à pied afin de faire ressortir des infos fiables et non polluées par le marketing de toutes sortes. Je vais tenter avec mes mots de transmettre ce que j'ai retenu. Si des professionnels de la santé passent par là et me voient employer des termes pas très académiques, merci pour votre indulgence, je ne suis pas du métier, je suis juste un coureur passionné. En tout cas, si tu souhaites en savoir plus sur le sujet, je te mets en lien dans la description plusieurs sources. Bon, prenons déjà un peu de recul et regardons comment s'articule notre corps lorsque l'on court. La course résulte de la bonne coordination de l'intégralité du corps qu'on peut décomposer ainsi. La partie basse, autrement dit les jambes, permettent l'absorption des chocs et la propulsion vers l'avant ainsi qu'une première salve de stabilisation et d'équilibre. C'est la partie sur laquelle on va se focaliser. Ensuite, il y a le tronc, permettant la stabilisation du haut du corps pour une bonne transmission de la propulsion vers l'avant. Si on est désarticulé, il y a une perte d'efficacité tout simplement. Ensuite, il y a les bras qui permettent l'équilibre et la coordination des mouvements. Et enfin, on peut également ajouter à cela tout le système cardiovasculaire et respiratoire qui permettent d'apporter oxygène et nutriments aux différentes parties du corps pendant l'effort. Nous, la partie qui nous intéresse maintenant, c'est les jambes. On a vu les jambes ont plusieurs rôles, absorption des chocs, propulsion vers l'avant, stabilisation et équilibre. Pour remplir le rôle d'absorption des chocs et propulsion vers l'avant, les jambes fonctionnent un peu comme un ressort. Comme un ressort qu'on vient compresser, le corps se plie pour encaisser l'effort appliqué au moment de l'impact, puis restitue l'énergie emmagasinée au moment de l'impulsion en se dépliant. L'impact au sol est fait par le pied, au niveau de la voûte plantaire, puis l'ongle de choc passe par une première cassure au niveau de la cheville, le tendon d'Achille se tend comme un élastique, il emmagasine de l'énergie, l'onde ensuite remonte vers le mollet, deuxième cassure au niveau du genou, l'onde passe ensuite dans les muscles de la cuisse, puis troisième cassure au niveau des hanches, fessiers, et ensuite ça part dans le dos. Voilà, l'impact se fait, l'énergie a été absorbée, puis on bascule vers l'avant pour la phase propulsion. Là, tous les tendons qui ont été sollicités se détendent et rendent l'énergie qu'ils ont emmagasinée. Un peu comme un élastique que l'on tire, puis lorsqu'on lâche, il revient à sa forme d'origine avec une certaine force. Et les tendons, c'est la même chose. En plus de ça, l'ensemble de nos muscles du pied, des mollets, des cuisses, des fessiers travaillent pour ajouter un surplus d'énergie pour nous propulser vers l'avant plus vite, plus loin, plus fort.
Et là, on voit que le corps est bien fait car une partie de l'énergie qui pourrait être perdue au moment de l'impact au sol, il peut être restitué grâce à l'absorption de l'énergie dans les tendons avec leur rôle élastique. Ce ne sont pas que nos muscles qui nous font avancer. Maintenant, pour la stabilisation et équilibre du système jambes, ça se fait à plusieurs endroits. Déjà, au niveau du pied au sol, il y a une multitude de petits muscles au niveau de la voûte plantaire qui se contractent pour s'adapter à la physionomie du terrain qui n'est jamais parfaitement plat et régulier, surtout entre elles. Petits cailloux, petits branchages, petits trous, petites touffes d'herbe, sol humide ou sec, etc. Puis la cheville, les genoux et les hanches peuvent adapter leur inclinaison dans toutes les directions pour absorber des plus grandes variations de terrain. Des virages, montées, descentes, courir à flanc de montagne, sur des gros cailloux, des grosses racines, etc. Voilà grosso modo pour la foulée naturelle sans interférence liée à la chaussure. En résumé, le complexe des jambes permet l'absorption des chocs, la propulsion vers l'avant, la stabilisation et l'équilibre grâce à des petits mécanismes qu'on pourrait apparenter à des petits ressorts et élastiques. Et la grande liberté de mouvement et dans toutes les directions de nos jambes permet de nous adapter à tout type de terrain. Maintenant, comment la chaussure peut venir perturber ta foulée naturelle en apportant trop de confort aux pieds. Un peu comme quand tu vois le canapé qui te guette à la place de partir courir. Si tu passes trop de temps dans le canapé, c'est cool, c'est agréable, mais tes performances en course à pied risquent de diminuer. La chaussure, c'est la même chose pour le pied. C'est cool, c'est agréable, mais le pied s'affaiblit et ça a des répercussions dans le reste du corps. Il faut savoir que le sapiens, l'être humain à l'époque du chasseur-cueilleur, il courait pieds nus et il s'en sortait très bien comme ça. Alors il y avait certainement des zones trop accidentées où il y avait des difficultés pour s'y rendre au risque de s'ouvrir le pied. Il a donc inventé la sandale pour avoir une protection minimale contre les coupures, puis ça s'est développé en chaussures fermées, mais toujours avec pour unique but un petit rôle protecteur contre les coupures ou léger impact, mais pas plus que ça. La chaussure, elle s'est surtout développée lors des 50 dernières années en ajoutant tout un tas de technologies qui, je pense, avaient un sens en cas de blessure temporaire, mais pas pour l'utiliser au quotidien. Le problème de toutes ces technologies dans les chaussures, c'est qu'elles sont venues compenser certains rôles du pied. Ah bah cool, la chaussure permet d'avoir un meilleur amorti avec une semelle épaisse et rigide. Le pied il se dit ok pépouze, plus besoin de solliciter mes muscles de la voûte plantaire, c'est confort. Sauf qu'en attendant, les muscles de la voûte plantaire s'affaiblissent car ils ne sont plus sollicités. Alors résultat positif, oui, on peut passer sur des terrains plus techniques sans problème, mais résultat négatif, il y a moins de sensibilité au niveau du pied, on est moins attentif, le rôle de stabilisation du pied est moins efficace et du coup c'est la cheville, les genoux, la hanche, le dos très souvent qui ramassent. Ah bah cool, la chaussure a un drop qui permet de soulager les tensions du tendon d'Achille au moment de l'impact. Le pied il se dit ok pépouze, je vais pouvoir avoir une attaque talon qui sollicitera moins le tendon d'Achille, c'est confort. Sauf qu'en attendant, le rôle de ressort élastique qui emmagasine l'énergie que jouait le tendon d'Achille n'est plus sollicité. Alors résultat positif, quand tu as des douleurs au tendon d'Achille ou mollet, ça permet de réduire les tensions et de quand même pouvoir courir. Mais résultat négatif, l'onde de choc elle est plus grande dans les genoux, les hanches, le dos et ça entraîne les différents maux du coureur actuel qui sont les tendinites et les douleurs dans les articulations. Ah bah cool, la chaussure a une correction pronation, supination, plié plat, etc. Le pied il se dit ok pépouze, le défaut, et je mets bien des gros guillemets sur le défaut car il n'y a pas de pied parfait, est corrigé. Je vais avoir une posture plus droite. Sauf que notre corps est une machine formidable capable de s'adapter et toutes les adaptations que le corps a mis en œuvre pour compenser les défauts ne servent plus et seront même un frein à partir de maintenant. Et si on fait un peu le cumul de toutes ces technologies, mis bout à bout, cela peut modifier notre façon de courir. Je précise bien peut modifier notre façon de courir. Car les sportifs de haut niveau et certains coureurs font tout un travail de renforcement ou un travail technique qui permettent d'améliorer leur foulée. Le risque, c'est plutôt pour le coureur récréatif, celui qui court occasionnellement et sans exercice spécifique. Les conséquences de cette modification de façon de courir par rapport à la foulée naturelle sont notamment une foulée plus lourde, irrégulière, une fréquence de pas plus lente, des pas trop grands et cet ensemble favorise une attaque talon qui est plus sujette aux blessures. Alors déjà, attention avec l'attaque talon. Le véritable problème de l'attaque talon, ce n'est pas de poser en premier le talon. Il faut surtout regarder quelle est la position du pied au moment où tout l'effort du poids de corps est sur le pied. Le moment en fait qui va provoquer l'onde de choc, quoi. Tu peux avoir une attaque talon, mais avec la vitesse, tu as déjà basculé vers l'avant quand arrive le véritable impact de poids de corps. Et là, il n'y a pas de problème car tout ton système ressort va être activé. Non, le vrai problème de l'attaque talon, c'est si tout le poids de corps s'abat sur le talon. Car là, le
rôle ressort du tendon d'Achille ne sera pas sollicité. En gros, tu as la cheville verrouillée. En plus de ça, très souvent, tu as même le genou en extension, donc verrouillé également. Bref, l'onde de choc, elle est compensée nulle part et ça met juste une énorme châtaigne dans ton corps. Alors, une fois, ça passe, 2 fois, ça passe, c'est pas un problème. Mais quand tu répètes ces ondes de choc pendant 5 km, 10 km, un marathon, un trail, un ultra, et ben le corps se fragilise et à un moment donné ça va péter. Et ça pète très souvent dans les zones les plus fragiles en premier et généralement ce sont les articulations. Du coup mal dans les chevilles, les genoux, les hanches, le dos. Et c'est des blessures qui mettent du temps à guérir car ce ne sont pas des muscles qui se régénèrent très vite. En plus de ça, avec l'attaque talon, l'effort appliqué ne va pas vers l'avant mais vers l'arrière, donc tu te freines. En plus de ça, tu n'utilises pas l'effet élastique des tendons qui restitue une part de l'énergie d'impact. Donc pour maintenir la propulsion vers l'avant, tu sollicites encore plus tes muscles qui se fatiguent plus vite. Bref, tu es moins performant. Et pour couronner le tout, la non-utilisation de cet effet ressort fait que tu as un centre de gravité qui fait des bonds. Alors qu'en utilisant cet effet ressort, tu aurais un centre de gravité qui bougerait très peu. Et cet effet bond, il intensifie encore plus la force d'impact au sol. Donc une onde de choc plus grande, un effet frein plus grand encore. Bref, c'est un cercle vicieux qui peut mener à des blessures plus ou moins longues et à répétition. Alors comment éviter ces blessures? Eh bien en travaillant sa foulée. Il y a toute une série d'exercices que tu peux faire pour te renforcer physiquement et techniquement pour améliorer ta posture de course. Tout ce qui est gainage, PPG, travail éducatif, travail de proprioception, travail de plioception. Alors je suis loin d'être le meilleur spécialiste sur le sujet. Il y a moult spécialistes dans le domaine, des kinés, des coachs sportifs, etc. qui sauront mieux que moi te guider sur les exercices qui peuvent te correspondre. Et l'ensemble de ces exercices permettront de te rapprocher d'une foulée naturelle. Et ce, même avec une chaussure traditionnelle ou également appelée maximaliste. Alors il y a une autre façon de revenir petit à petit à une foulée naturelle également, c'est de penser à courir léger, sans bruit et à faire des petits pas. Si tu penses à courir léger, à faire le moins de bruit possible lorsque tu as l'impact au sol, et bien naturellement tu vas te mettre un peu plus vers l'avant du pied. Tu vas utiliser ce rôle amortisseur des jambes. Tu vas également faire des plus petits pas car tu te rends compte que tu auras une meilleure maîtrise de ce petit bruit là que tu essayes de limiter. Et pour maintenir la vitesse, ta fréquence de pas va augmenter. Il y a un repère qu'on donne souvent, c'est les 180 pas par minute, c'est un bon ordre de grandeur. Alors tout ça, c'est un excellent point. D'ailleurs, j'ai commencé par là et j'applique toujours ces petits exercices. Mais le gros inconvénient que j'y vois, c'est que continuer à courir en chaussures traditionnelles ou maximalistes, c'est que ça demande une concentration permanente pour ne pas retomber dans le travers de cette zone de confort qu'offre ce type de chaussures. Tu peux donc choisir de passer à des chaussures dites minimalistes, c'est-à-dire qui ont le minimum d'impact sur ta foulée. En fait, ce type de chaussure a tellement peu d'impact sur ta foulée que si tu as une foulée inappropriée pour ton corps, genre une attaque talon, tu vas le sentir direct et naturellement, de façon inconsciente, tu vas revenir à ta foulée naturelle. Tu peux vérifier selon 5 aspects si ta chaussure est minimaliste. Le premier, c'est la légèreté de la chaussure. Le deuxième, c'est l'épaisseur de la chaussure qui doit être proche de 0. Le drop de la chaussure qui doit être proche de 0. La flexibilité de la chaussure, pas d'effet correcteur, pronation, supination, pied plat et compagnie. Alors attention avec le marketing, certaines marques prônent le minimalisme en parlant uniquement du drop par exemple. Sauf que le minimalisme c'est plus que ça. Si tu veux savoir l'indice minimaliste de ta chaussure, le site de la clinique du coureur a répertorié un bon nombre de chaussures en vérifiant les 5 aspects que je t'ai cités juste avant. Et deuxième point d'attention également, passer à des chaussures minimalistes ne se fait pas du jour au lendemain. Si pendant longtemps tu as couru avec des chaussures traditionnelles ou maximalistes, le corps a potentiellement quelques faiblesses, notamment au niveau des pieds, du tendon d'Achille, des mollets. Tu as certainement quelques anciennes habitudes d'attaque talon à déconstruire avant de revenir à une attaque avant ou médio-pied. Donc prends le temps. Laisse le corps s'adapter progressivement, avec de la marche d'abord, puis de tout petits bouts de footing, 1 km, 2 km. Le temps de transition, il sera vraiment différent en fonction de chacun. Moi, mon adaptation, elle a duré quasiment 9 mois avant de pouvoir retrouver le niveau que j'avais en chaussures. Et encore, je pense que je suis allé vite par rapport à ce que j'ai pu lire sur le sujet. Mais voilà, si tu t'écoutes, que tu respectes cette progressivité, il n'y a aucune raison de se faire mal musculairement ou au niveau articulaire. Quand je dis mal musculairement, c'est au niveau des blessures, car des courbatures, c'est sûr il y en aura. Moi j'en ai eu beaucoup sous le pied. Pour répondre à la question de Guillaume et de Florian, l'un sur Insta, l'autre sur Strava, j'ai eu des questions au niveau de l'aponévrose, si ça me faisait pas mal. L'aponévrose, il faut savoir que c'est tous les tissus qu'on a sous la voûte plantaire. Et oui, c'est une zone du pied qu'on ne travaille plus dans une chaussure. Donc il faut prendre le temps de remuscler tout ça. Alors j'ai eu pas mal de courbatures à cet endroit-là.
sans pour autant que ce soit alarmant. Également, il faut accepter que tes résultats soient un peu moins bons pendant ta période d'adaptation. C'est normal, tu apprends à courir différemment. Donc tout dépend de ta vision. Est-ce qu'elle est à court terme ou à long terme ? Alors je te propose de revenir sur un petit tableau avantages-désavantages de la sandale, mais voilà, c'est vraiment mon avis à moi, mon avis personnel. À partir du moment où il y a respect de progressivité, le risque de se blesser à courir en sandale est égal, voire moins élevé que de courir en chaussures. Car comme je le disais tout à l'heure, même avec une bonne technique de course, le risque à courir en chaussures, c'est ce confort qui permet de se reposer sur une technologie qui ne nous protège pas vraiment en fait. Vraiment, je pense que c'est la croyance la plus dur à admettre dans notre société de coureurs-coureuses aujourd'hui. La chaussure ne te protège pas mieux qu'une sandale des blessures musculaires et articulaires. J'y crois fermement et compte bien le prouver dans ma pratique dans les années à venir. Par contre, il y a un autre risque de blessure en courant en sandales, celui de taper un caillou, taper une racine, se faire des coupures aux pieds, car là il y a zéro protection. Et je comprends parfaitement cette peur et je la ressens d'ailleurs tout le temps. Mais comme je le dis dans ma précédente vidéo sur la gestion de la peur, cette peur n'est pas un blocage, mais une source d'énergie incroyable pour faire plus attention et améliorer à ma pose de pied au sol. Alors également lié au fait que le pied soit nu sans protection, courir dans la neige c'est compliqué. N'est-ce pas Jean-Phi sur Instagram qui a réussi à trouver le seul endroit où jusqu'à présent j'ai dû remettre les chaussures car c'était tout simplement pas possible pour moi de courir avec les pieds gelés. En ce qui concerne la légèreté des sandales sur les chaussures, il n'y a pas photo. Par la quantité des matériaux, les sandales resteront toujours plus légères qu'une chaussure fermée. Et pour le coup, la légèreté de la chaussure est un facteur essentiel de la performance en course à pied. Le pied, c'est un élément en bout de ligne. Tous les grammes que tu rajoutes au pied sont démultipliés en termes d'efforts à produire pour avancer. Courir plus léger, c'est une sacrée économie de course, que ce soit pour de la vitesse ou du long, c'est non négligeable. En termes de confort, pour moi c'est vraiment une question d'habitude. J'ai aimé le confort des chaussures, c'est vrai que c'est agréable les chaussons qu'on est capable de faire maintenant pour être à l'aise dedans, sauf que maintenant je m'y sens à l'étroit. Avec les sandales, au début je sentais tous les cailloux, c'était pas forcément agréable, mais maintenant mon pied s'est renforcé, les cailloux ne me gênent plus, à part peut-être un de temps en temps qui est un peu plus pointu que les autres, mais clairement c'est pas la mort. Et surtout cette sensation de liberté, d'avoir le pied à l'air libre, vraiment pour moi c'est ça le vrai confort. Après les pieds mouillés, que ce soit de passer dans un cours d'eau ou la transpiration dans les chaussures, tu traînes cette humidité qui ne sèche pas avec les chaussettes. Résultat, les pieds sont tout fripés, tout blancs, l'odeur je t'en parle même pas, franchement c'est dégueu. Tu as plus de chances de choper des ampoules qui peuvent être très handicapantes pour la suite de ta course, alors qu'en sandales, ok, les pieds ils sont plus vite mouillés, mais ils sèchent tout aussi vite, donc le problème il est vite escampé quoi. Et pour ce qui s'agit de la durée de vie, je peux pas l'affirmer pleinement encore, je n'ai pas assez de recul, mais j'ai l'impression que la durée de vie des chaussures et sandales est similaire dans les conditions trail. L'usure se fait surtout au niveau de la semaine, car j'y mets quand même des sacrées châtaignes à passer sur des sentiers techniques. En revanche, pour les chaussures de route, j'ai l'impression que les sandales vont tenir très longtemps. Car les chaussures de route, ce qui m'empêcherait de continuer à les utiliser, c'est d'endommager le mesh. Et en sandales, il n'y en a pas, donc ça règle l'affaire. Dans tous les cas, pour une même durée de vie, le déchet plastique est moindre sur une sandale, donc à mes yeux, c'est mieux. Bon tu l'auras compris, selon moi la sandale est le meilleur parti. Je le répète, c'est mon avis subjectif. Je peux tout à fait comprendre que tu n'adhères pas à l'idée et que tu préfères toujours la chaussure. C'est ok là-dessus. Si tu kiffes ta pratique comme ça, que tu ne te blesses pas, eh bien continue. Il n'y a aucune raison de changer. Dans tous les cas, je serais très intéressé d'avoir ton avis ou tes questions sur le sujet, donc dis-le moi en commentaire. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo sur le pourquoi de ma pratique de la course à pied en sandales minimalistes. Je tiens à préciser, si jamais je n'ai pas réussi à transmettre le message ainsi, mon but n'est pas de te convaincre de te passer à la course à pied en sandales minimalistes, mais de t'expliquer ma démarche pour mieux la comprendre. Il n'y a pas une façon de courir, mais des façons de courir, et la meilleure, c'est la tienne, celle qui te fait plaisir et qui te permet de pratiquer la course à pied sans te blesser. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le contenu t'a intéressé et inspiré. Si c'est le cas, pense à me mettre un petit pouce en l'air et à partager. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.